Et on va donc attaquer ici au Grand Dôme de Tokyo avec les éliminatoires donc de la finale du K1 World Grand Prix. Et bien sûr à mes côtés pour cette soirée extraordinaire avec notamment cet homme Jérôme Le Banner que l'on voit là, Pascal Igliki. Bien Pascal, merci d'abord d'être avec nous. Bonsoir, c'est tout le temps un plaisir d'être en votre compagnie, en compagnie des fidèles d'Eurosport pour Fight Club. Alors je le disais en préambule, là, dans le sommaire, il reste 3 Fight Club et là déjà par rapport à celui de ce soir, on va véritablement se régaler. C'est peut-être l'un des plus beaux plateaux qu'on ait jamais eu dans le Fight Club qu'on va avoir ce soir à l'écran. Ce soir on a véritablement un cru exceptionnel puisque ont été regroupés véritablement les meilleurs poids lourds du moment. 14 très exactement, puisqu'on peut déjà l'annoncer, Rémi Bonjaski est qualifié d'office en tant que tenant du titre. Oui, en effet, ce soir, s'il y a bien un Fight Club à pas louper, bon, faut toutes les regarder bien évidemment, mais c'est véritablement celui de ce soir. Et on va commencer donc cette soirée des éliminatoires de cette finale du K1 World Grand Prix avec un très très beau combat, un combat qui promet énormément. Il va opposer dans quelques instants cet homme, l'américain Mighty Mo, au combattant venu de Trinité et Tobago, Gary Goodridge. Et on aura également Alexei Ignashov qui sera présent pour cette soirée. Le Bélarus sera opposé à Kaukle Kanmorsing, le Thaïlandais. Également à l'affiche Peter Hart qui sera lui face à Michael McDonald. Le voici, le Canadien âgé de 39 ans. Que du beau monde pour le moment. Ah ouais, pour l'instant on se régale. On enchaînera avec le Brésilien Globe Fetosa face à la légende Ernesto Hoost. 4 fois vainqueur de la finale du K1 World Grand Prix, et on ne l'a pas précisé pour Peter Hart, 3 fois vainqueur également. Voici donc le Brésilien Globe Fetosa qui fait un peu figure d'inconnu, on va dire, au milieu de toutes ces stars, mais attention parce que c'est un gros combattant. Un grand champion de karaté Kyokushinkai. On retrouvera également le japonais Hiromi Hamada qui sera lui face à Recefo. Le néo-zélandais Recefo, le voilà, Hamada, le voici. Et puis également dans le cadre d'un super fight dans cette soirée, il y aura Rémi Bonjaski face au japonais Akebono. Rémi Bonjaski, bien sûr tenant du titre, Pascal vous l'a dit tout à l'heure, est d'ores et déjà qualifié pour la grande finale pour défendre son titre. On aura l'occasion de parler avec Rémi Bonjaski également des 2 grandes écoles néerlandaises, alors que voici Akebono des 2 grandes écoles néerlandaises de boxe pied-point, le Mejiro Gym et le Voice Gym. Il y aura également Ernesto Hoost qui nous parlera de tout ça. Et puis ensuite ce sera nos petits Français qui seront à l'affiche avec Cyril Abidi face à Musashi, le voilà, le japonais. On peut peut-être le rappeler d'ailleurs, Musashi qui est le finaliste de l'édition 2003. Il s'était incliné au point face à Rémi Bonjaski. Et voici le Marseillais Cyril Abidi, dont on aura l'occasion également de reparler, puisqu'il ne se contente pas, si je puis dire, de combattre. Cyril Abidi, il est également là pour des jeux de société, on en parlera tout à l'heure pendant son combat. Et puis celui que tout le monde attend, tous les téléspectateurs d'Eurosport ne vivent que pour lui lorsqu'ils regardent le Fight Club, Jérôme Le Banner, le Havrais qui sera opposé au Sud-Africain venu de la boxe anglaise. Le voici, François Botha. C'est vraiment un super programme. Et vous voyez déjà les visages très déterminés, très concentrés de l'ensemble de ces hommes, y compris Akebono qui ne fait qu'un super fight. On a vu le Banner, voici Ernesto Hoost, François Botha. Ils sont tous là pour essayer de pouvoir défier l'homme que vous avez vu avec ses lunettes, Monsieur Rémi Bonjaski. Et Jérôme Le Banner, on aimerait bien le retrouver du côté
de Tokyo, ici même pour la finale le 4 décembre prochain. Et on va commencer donc cette soirée des éliminatoires avec un premier combat. Je vous le disais tout à l'heure, Mighty Mo, l'américain, surnommé le tank, face à cet homme, Gary Goodridge de Trinité et Tobago. Là, face à face, on va dire deux cogneurs. Deux garçons qui ne savent absolument pas reculer. Il faut tout de même savoir que Gary Goodridge est un spécialiste du combat libre, des MMA, du Pride. Donc c'est un garçon qui raffole du contact. Et voici Mighty Mo, 31 ans, Mighty Mo. 127 kg, 1m86, 23 victoires, 2 nuls et 18 défaites dans sa carrière. 18 victoires par KO. 18 victoires par KO, pas de défaite, excusez-moi. Et dans sa carrière, et ce que je voulais dire, c'est qu'il a gagné cette année le K1 World Grand Prix de Las Vegas. C'est la raison pour laquelle on le retrouvera ici. Puis voici Gary Goodridge, 38 ans, 1m92, 108 kg, 800. Et vous avez vu rapidement son palmarès. 3 victoires, 6 défaites et 1 nul pour Gary Goodridge. Et donc pour récapituler sur Mighty Mo, c'est 26 combats, 23 victoires, 2 défaites, dont 18 par KO. Voilà, exactement. On l'avait vu s'incliner l'année dernière à un des K1 de Las Vegas. Et il avait notamment perdu contre Dewey Cooper le 30 avril dernier, voilà, justement au K1 de Las Vegas. Exactement. Une défaite d'ailleurs un peu surprenante. Qui nous avait surpris en face ce soir-là. Dewey Cooper était sur une espèce de spirale, ce qui fait que les juges devaient avoir un a priori favorable vis-à-vis de lui. Mais Mighty Mo, il s'est bien rattrapé oui, au K1 de Las Vegas pour le remporter. C'était face à Carter Williams. Premier tour, oui. Qui s'était imposé notamment lors du premier tour avant de s'incliner face à Dewey Cooper par la suite. Et puis lorsqu'il a remporté ce K1 World Grand Prix de Las Vegas, eh bien c'était contre Brecht Wallis qui s'était imposé en finale. Mighty Mo. Là, Goodridge a vraiment intérêt à se méfier du bras droit de Mighty Mo. C'est pas le plus grand des techniciens, l'américain, mais attention, quand ça part, attention de très très loin. Regardez, on l'a vu en crochet, en uppercut. Très bon direct du gauche même également de Mighty Mo. Voilà, oh attention, il s'est fait contrer par une droite, Gary Goodridge. Avec Mighty Mo qui accélère tout de suite, bien sûr, on est parti pour... il a enchaîné en low kick et maintenant en crochet des deux mains. 3 rounds de 3 minutes. Faut travailler dans les jambes là du côté de Gary Goodridge, il cherche la bagarre. Ça va être difficile face à un cogneur comme Mighty Mo. Encore un crochet large du droit, du gauche. Ça démarre vraiment très très vite, on peut peut-être le rappeler. C'est 3 rounds de 3 minutes. Donc on n'a pas de temps à perdre, on rentre tout de suite dans le combat. Il va bien chercher la distance avec ce bras avant, avec ce bras gauche. Mighty Mo pour ensuite envoyer une droite. Attention au crochet du droit de Gary Goodridge. Mais il continue, ça marche en avant l'américain. Il essaie de passer un uppercut du droit suivi d'un crochet du gauche. C'est d'entrer l'épreuve de force là entre les deux kickboxers. Il travaille vraiment bien avec son bras avant, Mighty Mo. Il devrait continuer à travailler en zone basse, en low kick. Voilà très bien là ce que fait Gary Goodridge. Bon là il a peut-être accidentellement tapé dans la coquille, mais c'est vraiment la bonne solution. Car pour déstabiliser Mighty Mo, c'est pas en allant chercher la bagarre de près avec les poings, mais c'est plutôt en le frappant en low kick, que ce soit intérieur ou extérieur. On va le laisser un petit peu récupérer, c'est normal. Gary Goodridge et Mighty Mo qui vont repartir à l'assaut alors qu'il reste une trentaine de secondes dans cette première reprise. Avec l'accélération là. Belle, très très belle accélération en crochet de la part de Mighty Mo. Il se relève tout de suite Gary Goodridge, mais là il a bien été touché. Il lui reste à peine 20 secondes dans cette première reprise.
Ça se complique là pour Gary Goodridge. Il me semble qu'il n'a pas totalement récupéré. Il y a un uppercut qui est passé. Là, Goodridge, il a encore 10 secondes à tenir pour au moins pouvoir atteindre la deuxième reprise. Mais au rythme où vont les choses, on peut encore en douter, même si là ça a l'air d'aller mieux. Mais un travail énorme des points. Superbe droite encore. Mais il n'est pas électrocuté, hein. Vous avez vu, il se relève tout de même. L'air d'ailleurs, le regard de Mike Timo, surpris de voir la résistance de l'Amérique. Oh, l'uppercut. À la fois arrêter le combat là. Oui. L'arbitre qui arrête le combat. Alors par contre, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'au moment du précédent knockdown de Gary Goodridge, il restait plus à peine que 8 secondes. Donc de ce fait, comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu la cloche de la fin de la première reprise? C'est une bonne question. Toujours est-il que Mike Timo s'est imposé, ça c'est certain. Mais au niveau du chrono, il y a quand même eu un manque de synchronisation. Peut-être une copie à revoir. En tout cas, la victoire de Mike Timo ne se discute pas. Donc à la limite, cette histoire de chrono plus de l'ordre de l'anecdote qu'autre chose. Mais bon, il faut quand même être relativement rigoureux. On n'est pas dans une compétition lambda là. On est sur un gros événement. Et regardez, la réaction de Gary Goodridge, à la limite, est quand même significative. Cette histoire de chrono, ça va pas faire non plus la une. Mike Timo est donc vainqueur de ce combat. Ça c'est le dernier knockdown en fait, c'est la fin du combat. Quel crochet du gauche encore une fois de la part de Mike Timo, c'est assez hallucinant. C'est une force de la nature ce Mike Timo. Regardez, on la voit bien cette droite, bien donnée. Quel crochet de droit encore. Et il a pour habitude d'aller les chercher très très loin, Mike Timo, regardez. Mais ça arrive là juste sur la tempe. Il va aller chercher très loin. Vraiment une très belle technique de la part de Mike Timo. Belle uppercut là également aussi. Et on va profiter de ces belles images pour savourer le travail énorme de Mike Timo. Et on enchaîne sur le deuxième combat de la soirée avec donc le Thaïlandais Koklay Karnosing qui va affronter dans quelques instants Alexei Ignashov. Alexei Ignashov qu'on a vu ces dernières semaines sur l'antenne d'Eurosport s'essayer au free fight. On peut pas dire que c'était une franche réussite pour lui. Et le voilà de retour en K1 où là il a quand même beaucoup plus d'arguments à faire valoir, le Scorpion. Et donc face à lui, Koklay Karnosing, un Thaïlandais qu'on connaît. Un garçon qui s'entraîne depuis peu, à vrai dire. Il commence un petit peu à. K1, c'est la première fois, mais sinon c'est un garçon qui s'entraîne très régulièrement dans un camp à Bangkok qui est le célèbre Jockey Gym. Et là, c'est vrai, voir un garçon de 78 kilos se mesurer à des athlètes de plus de 100 kilos, ça peut paraître bien évidemment étonnant, mais vous savez que les Thaïlandais possèdent une technique et un coup d'œil exceptionnel. Donc tout reste possible. Maintenant c'est sûr que face à un garçon comme Alexei Ignashov, enfin on en parlera un petit peu après parce que il n'est pas vraiment monté en super forme sur le ring, Alexei Ignashov. Ouais, 69 combats pour Ignashov, 63 victoires, 5 défaites, et sur les 63 victoires il y a 34 KO pour un garçon qui a un petit peu du mal à digérer des débuts et une carrière très prometteuse. On a quand même l'impression que là il a, j'ai envie de dire qu'il s'est un peu éparpillé, moi, Alexei Ignashov, avant d'aller à droite, à gauche. Et voilà, peut-être que sur le K1 où il est de loin le plus à son avantage, il n'a plus maintenant la totalité de ses moyens, si l'on peut dire, à force d'aller voir en free fight, à droite, à gauche. C'est peut-être ça aussi son problème actuellement. Il y en a d'autres. Mais si c'est plus d'ordre privé, on ne va pas non plus rentrer dans ce genre de détails, effectivement. C'est un garçon qui est extrêmement doué, certainement l'un des plus doués de sa génération, et je dirais du circuit K1, mais certainement pas le plus sérieux. D'accord. Malheureusement. Un peu de choses près sans rentrer dans les détails, on va dire qu'Alexei Ignashov est un homme qui aime la fête. Tout à fait. Et on est parti donc pour ce combat avec Ignashov, vous l'avez reconnu, à droite, short rouge, et Koklay Karnosing en short bleu.
Alors, qui des deux va rejoindre Maïtimo? C'est la grande question. Pour l'instant, on connaît donc 2 finalistes pour cette finale du K1 World Grand Prix. Le tenant du titre, Rémi Bonjeski, et l'Américain Maïtimo, vainqueur express de Gary Goodridge. Ah, il est intelligent, ce combattant thaïlandais. Regardez, il est mobile, il ne reste pas devant Alexei Niashov. Il bouge à droite, à gauche. Allez, il va faire de belles esquives, c'est sûr. Regardez ce front kick sauté qui a surpris Alexei Niashov. Il lève bien les mains là pour l'instant, Alexei Niashov, parce qu'il n'est pas forcément en position d'attaque. Oh, le kick de Connor Singh. Et heureusement que celui d'Alexei Niashov n'est pas passé, parce que là, la différence de poids aurait pu faire de très gros dégâts. Regardez cette droite qui a essayé de passer le Thaïlandais. Ah, ça va pas être facile pour Alexei Niashov. Vous savez, ils ont vraiment la science du combat, les Thaïs. Et... regardez comment il bouge bien, il se déplace. Il anticipe toutes les attaques du Biélorusse. Et pour le moment, eh bien, Alexei Niashov a du mal à trouver une solution face à une cible un petit peu trop mouvante pour lui. Et en plus, il n'a pas de garde, Cao Clay. Il ferait peut-être mieux de faire attention d'ailleurs. Et Cao Clay, Carno Singh, donc avant d'affronter Alexei Niashov, là dans ce combat que vous êtes en train de voir, il avait battu Denis Kang par KO à la première reprise. C'était le 17 juillet 2004 lors du K1 World Grand Prix de Séoul. C'était au premier tour. Ensuite, il s'est imposé contre Tsuyoshi Nakazako par décision en demi-finale. Et en finale, il a battu Shingo Koyasu, là encore par décision au terme des 3 reprises. Bref, c'est quand même avec un beau palmarès pour des débuts en K1 que Carno Singh affronte un Alexei Niashov, comme on vous l'a fait comprendre, pas à 100% de ses moyens. On vous expliquera peut-être après. Pour l'instant, effectivement, on va vivre les 20 dernières secondes de cette première reprise avant de s'épancher un peu sur le cas Alexei Niashov, si je puis dire. Parce que regardez, il n'y a aucun démarrage de la part d'Ignashov. Il n'essaye même pas de véritablement préparer des enchaînements. Il attend en fait le combattant thaïlandais. Et sur cette première reprise, eh bien, très beau comportement de Cao Clay, Connor Singh. Alors que, bon, généralement, Ignashov rentre tout de suite dans le vif du sujet. On se souvient de sa magnifique victoire contre Carter Williams. Et Carter Williams n'avait résisté à peine que 2 rounds face à Ignashov. Et là, ça ne peut que mettre en confiance Cao Clay, Connor Singh. Alexei Ignashov, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je veux dire, Pascal, voilà, on vous faisait comprendre à peu de choses près qu'actuellement, il n'était pas au mieux de sa forme. Et par rapport à cette demi-finale, il est en plus arrivé dans des conditions un peu particulières. Il est arrivé malade, en fait. Pour tout dire, quand il est arrivé à Tokyo, oui. Lorsqu'il a passé la visite médicale, juste avant de pouvoir être bandé et ganté, il était limite qu'il ne combatte pas, car là en fait il est victime, on ne le voit pas, mais il est victime d'une intoxication alimentaire et il est monté sur le ring avec plus de 39 de fièvre. Alors ça ne va rien retirer bien évidemment à la prestation que va livrer le combattant thaïlandais, mais on ne comprenait pas cette non-combativité d'Ignashov, et bien évidemment après renseignement, le verdict est tombé, il était vraiment malade. On va voir quand même s'il peut s'en sortir, Alexei Ignashov. Parce qu'on le connaît, Alexei, même si il a fait la fête de 3 jours avant, en général sur un ring il se comporte quand même assez bien. Là il a vraiment du mal à rentrer dans le combat, on le voit, il est carrément gauche quoi. Lui qui d'habitude est si adroit, si habile en corps à corps, et bien là il a du mal également à trouver des solutions. Et puis en face de lui il a un crack du Thai boxing. Là je dirais que pour Cao Clay, Connor Singh, il ne manque uniquement que les coups de coude, mais sinon toutes les autres techniques sont véritablement similaires à celles du Muay Thai, donc pour lui il n'y a pas de problème. Vous savez, on a vu des combattants thaïlandais à l'époque rencontrer des Européens et généralement des Néerlandais où il y avait plus de 10 kilos d'écart, ça les a jamais impressionnés.
contre, quand ça claque en middle du côté d'Ignashov, ça claque. Hein. Ouais, là, il fait pas belle réaction, là, regardez, du Thaïlandais. Le voyage pour rien, comme on dit, Alexei Ignashov. Non. C'est sûr qu'au niveau de la longe, il est bien là, Alexei Ignashov. Très bon low kick de Cao Clay. Il n'a pas de risque à prendre. Hein. Je dirais qu'il a uniquement marqué des points, ensuite s'accrocher, se protéger, éviter de se faire contrer. Et en 3 rounds, il peut y arriver. Hein. Un carton jaune, hein. Pour Alexei Ignashov qui prend donc un avertissement. Les deux d'ailleurs. Et Cao Clay, Carno Singh aussi. Peut-être un peu trop d'accrochage répété. C'est un peu pour non-combativité, à peu de choses près, hein, les deux garçons. Le front kick là, de la jambe avant. Très très belle jambe avant, ce Cao Clay Carno Singh. Encore 10 secondes dans cette reprise. Très bon low kick là, de Cao Clay. Et fin de cette deuxième reprise avec toujours Alexei Ignashov qui a du mal, mais Carno Singh, on l'a vu un petit peu boitiller à la fin de cette deuxième reprise. Peut-être que les low kicks de son adversaire commencent un petit peu à lui peser dans les jambes. Il y a quand même une très grosse différence de poids. C'est aussi la raison pour laquelle effectivement les coups sont si fortement ressentis par le Thaïlandais. Il a essayé de placer un bon coup de genou là tout de même, Alexei Ignashov. Et pas mal non plus là le low kick de Cao Clay Carno Singh. Il n'a même pas réussi à projeter son adversaire au tapis. Regardez, superbe front kick de la jambe avant, la jambe gauche. On vous rappelle que les combats se disputent bien sûr en 3 rounds de 3 minutes, mais on peut avoir recours à des extra rounds si jamais les juges au terme des 3 reprises considèrent que les deux garçons ne sont pas départagés. C'est vrai que pour le moment c'est quand même très très serré. Quand il les envoie, Alexei Ignashov, il les envoie. Hein. On ne peut pas dire qu'il les envoie très souvent depuis le début de la rencontre. Pour l'instant, c'est une bataille de low kick entre les deux garçons. Encore un low kick de Cao Clay. Et bien évidemment, le Nippon Budokan de Tokyo a fait le plein pour ce rendez-vous des demi-finales. Oui, il va y avoir... De toute façon, il fait 14 860 spectateurs, donc il va être plein. Effectivement, près de 15 000 spectateurs. Encore la belle droite de Cao Clay qui vient de passer. 15 000 spectateurs étaient donc présents pour ces demi-finales le 25 septembre dernier. Et le Grand Dôme de Tokyo, le 4 décembre, fera le plein pour la finale. Là, ça va être un peu plus. Hein. On annonce à peu près pas loin de 73 000 spectateurs. Dont un qui est à mes côtés et qui aura le plaisir de découvrir tout ça. Et ce serait votre envoyé spécial. Très spécial même. Ouais. Allez, on continue avec encore 1 minute 30. Dans cette troisième reprise, avec ce beau crochet du gauche là, de Rémi Bonjaski, d'Alexei Ignashov. Vous êtes en train de regarder Rémi Bonjaski et du coup, je vous ai parlé de lui, c'est bien Alexei Ignashov qui a balancé ce crochet du gauche. Il a du mal tout de même, Alexei Ignashov. Ce soir, on n'a pas vraiment le tsar sur le ring, malheureusement. Hein. Et donc, eh bien, il permet pour le moment à Cao Clay Carno Singh de pouvoir espérer s'imposer, hein, puisque
pas grand monde aurait donné cher de sa peau ah non, là c'est clair. Hein. Je peux vous dire que la veille, la conférence de presse, il est ouvert d'ailleurs. Il a l'arcade droite ouverte. Alors est-ce que c'est raison d'un choc de tête ou pas? Ça c'est toujours la grande question. Non, je pense pas. Ça semble pas. Et peut-être qu'on va soigner Coquelin Kenner Singh. C'est la raison pour laquelle l'arbitre a interrompu momentanément le combat. Non, il n'y a pas une technique de jambe qui est passée. Peut-être bien un high kick. On reverra peut-être non. C'est bien ralenti. En tout cas, cela dit, ça a l'air quand même d'être une coupure. Bonne coupure. On voit relativement souvent en cas de choc de tête. Donc c'est toujours la question qu'on peut se poser. Vous avez raison, c'est possible. En tout cas, c'est une belle ouverture. Hein. Ah, elle est profonde et elle est large. En plus, l'entaille. Et les deux garçons qui vont pouvoir terminer les 20 dernières secondes de cette troisième reprise, pas forcément les 20 dernières secondes du combat, puisque je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 2 extra rounds si jamais les deux garçons ne se départagent pas au terme des 3 reprises puis d'un premier extra round. Il est vaillant, hein, le combattant thaïlandais, hein. C'est lui qui fait la pression là durant les dernières secondes de cette reprise. Ah, il a peut-être peur, hein, Kenner Singh, qu'on l'arrête à cause de cette blessure, donc du coup il faut qu'il montre ce serait dommage. Pas mal de choses. Bien sûr. Et fin de cette troisième reprise. Alors est-ce que c'est la fin du combat? Ça c'est une bonne question. Dans la mesure où si on avait recours à un extra round, Pascal, ce serait franchement pas un scandale, ce serait peut-être même normal. Hein. Je pense que ce serait logique. Je pense qu'une quatrième reprise devrait être nécessaire pour vraiment les départager. Hein. En tout cas, Alexei Ignatchev a regagné son coin comme s'il a des devoirs enchaînés. Donc a priori, on va avoir droit à un extra round au moins. On ne sait pas, hein. On va attendre la décision. On va attendre la décision, ils vont quand même aller au centre du ring. Hein. Ah ouais, complètement, non, mais c'était par rapport à la manière dont on soignait Alexei Ignatchev. On l'a assis sur le tabouret, là, comme si il allait enchaîner. Il n'en peut plus, j'ai l'impression. Il est malade, le pauvre. Hein, donc, ça va pas l'arranger, lui. S'il y a un extra round, franchement, ça va pas faire son affaire. Peut-être que du côté de son coin, on a déjà anticipé les événements. En tout cas, du côté de Kenner Singh, on s'affaire pour faire en sorte de pouvoir minimiser au maximum les effets de cette blessure. Bien sûr. Si les deux garçons partent pour 3 minutes, on va attendre la décision. Draw pour le premier juge. Donc, égalité pour le premier. Il a donné le Thaïlandais, le deuxième juge. Kenner Singh, le deuxième juge, effectivement. Draw pour le troisième. On a un extra round. Et donc, comme 2 juges sur 3 donnent un match nul, on a droit effectivement à un extra round. C'est la règle, hein. Il faut qu'au moins 2 juges donnent la victoire à un des deux garçons pour que le combat soit terminé. Mais en cas de 2 égalités sur 3, c'est l'extra round. On n'est pas serein, hein, dans le camp d'Alexei Ignatchev. Par contre, là, je peux vous dire que les Thaïs, ils sont hyper motivés. Et ils ont dû lui dire maintenant, bah, faut y aller. Hein. Tu as 3 minutes. Et ça, c'est le visa pour aller au Dôme de Tokyo. Alors je peux vous dire en plus que quand les Thaïlandais descendent pour un événement aussi exceptionnel, il y a le patron, il y a du monde quoi derrière. Hein. Il suffit pas de se louper. Hein. Alexei Ignatchev, effectivement, qui est tout palo là. Ah ouais, là, il n'est pas bien. Et qui va devoir, regardez, hein, enchaîner. Pourtant, sur, Dieu sait qu'il adore aller au combat, Alexei Ignatchev. On va voir. Hein. En tout cas, pour le moment, très belle prestation de Kenner Singh. Il y a des belles saisies, il remet en low kick. Ah, il le sait, hein, là il a 3 minutes du bonheur, le Thaïlandais. Parce que c'est vrai que personne n'aurait parié 100 yens sur lui la veille. Et là, eh bien, pour le moment, il est en train de réaliser peut-être la première grosse surprise de ces éliminatoires. Parce que c'est vrai qu'on ne pensait absolument pas voir Alexei Ignatchev peiner face à ce garçon. Et là, pour le moment, eh bien, il a vraiment du mal. Il faut y aller là, faut pas attendre. Non, il n'y a aucune explosivité là du côté d'Ignatchev. Pas d'explosivité, pas de recherche d'enchaînement. Oh là, le bon crochet du gauche. Ouais, mais bien évité par le
le Thaïlandais, qui a essayé de contrer en front kick direct. Il aime bien placer les front kicks sautés. Kener Singh là, qui est en train de tourner un peu autour de son adversaire. Bien sûr, il a senti qu'Alexei Niashov avait du mal à bouger. Donc bien évidemment, la meilleure solution, eh bien, vous voyez, c'est de bouger, d'envoyer, de reculer. Et en attendant, il marque ses points. Là, le Thaïlandais, il n'est pas venu pour s'imposer avant la limite. Hein. Il en profite pour récupérer un petit peu Alexei Niashov. Ouais, il cherche l'air, il a du mal. C'est sûr que la blessure, c'est pas plus ouverte, mais ça a l'air d'aller. On est reparti. Encore une 30 dans ce premier extra round. Il travaille beaucoup en low kick avec Niashov du fait de sa plus grande taille. Mais pour l'instant, ça ne s'avère pas forcément efficace. Oh, oui. Belle esquive de Kener Singh. Magnifique. Qui est en train de nous faire le spectacle, de la provoque, enfin tout en même temps. Il a essayé de placer un high kick sauté. Et il n'a pas peur d'aller au contact. Hein. Même le visage bien marqué, mais il a essayé de placer une belle droite là, Kener Singh. Alors attention, parce que là, il y a peut-être eu un coup bas involontaire de la part d'Alexei Niashov. D'où cette douleur et cette chute de Kener Singh. Et oui, il n'y a pas de problème. Vu l'endroit où ça fait mal, ça fait très très mal. C'est un coup bas malheureux d'Alexei Niashov. Accidentel ou pas. Il n'est pas allé de main morte, semble-t-il. Il n'est pas allé de main morte, semble-t-il. Et il semble souffrir, le pauvre Kener Singh. Alors on va voir ce qui s'est passé exactement. Regardez, c'est le coup de genou. C'est un coup de genou qui lui a mis à ce malheureux Kener Singh. Alors excusez-nous, hein, on va un peu le fourrer, mais c'est vrai que vu la manière dont le pauvre Kener Singh exprime sa douleur et qu'on vient de voir ce qui s'est exactement passé, on comprend mieux maintenant pourquoi il est en train de souffrir le martyr. Allez, peut-être les dernières secondes, ouais, effectivement, du combat. Enfin, on ne sait pas, il peut y avoir un 5e extra round. Hein. On a peur pour Kener Singh maintenant. Parce que... 10 secondes encore. Ouais, faut qu'il tienne. Ouais. Pour l'instant, il tient le bon bout en tout cas. Regardez, en tout cas, il a le bras. Excusez-nous, on a le fou rire. Il a le bras en l'air parce que Kener Singh, il sent bien qu'il est proche de la victoire. En tout cas, on ne connaît pas encore la décision, mais ce que l'on peut dire, c'est que de toute façon, il a réalisé un véritable exploit. Ça, c'est déjà la seule chose qu'on puisse affirmer. Il est heureux, Kener Singh. Oui, non, franchement, 4 rounds de 3 reprises face à... 4 rounds, pardon. De 3 reprises face à un garçon du calibre d'Alexei Niashov. Mais maintenant, même si on sait, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, qu'il était vraiment malade, chapeau en tout cas à Cao Clay. Ouais. Avec Cao Clay, Kener Singh et Alexei Niashov qui vont attendre maintenant, voir comment les juges vont analyser cette 4e reprise, cet extra round. Va-t-on enchaîner sur 3 minutes supplémentaires ou pas? C'est la grande question. Alors, on va écouter le verdict du premier juge. Alexei Niashov pour le premier. Kener Singh pour le deuxième. Alors attention, parce que là, le troisième, s'il donne go, on va avoir un extra round.
Non, c'est Ken Orsing qui gagne par 2 juges à 1, effectivement, face à Alexei Ignatchev. Et après Maïtimo, magnifique exploit. Ken Orsing réussit un superbe exploit, un authentique exploit. Et sera donc présent le 4 décembre prochain lors de la grande finale au Grand Dôme de Tokyo. Bravo. De ce K1 World Grand Prix. Belle victoire quelque part méritée. Et on espère retrouver très vite Alexei Ignatchev sur les rings. Et on se retrouve à Tokyo, au Budokan, pour suivre donc ce super fight entre Rémi Bonjasky, le tenant du titre du K1 World Grand Prix, qui va être opposé au japonais Akebono. Rémi Bonjasky qui aura à cœur de défendre son titre lors de la finale et qui là s'offre une répétition face à ce japonais Akebono. Ouais. Ils lui auront tout fait faire à Akebono, le K1 Corporation. Akebono qui vient du sumo, vous l'aurez compris. 35 ans, 2m07, 219 kg 500 et qui n'a jamais remporté le moindre combat dans le cadre du K1. Défaite face à Bob Sapp, contre Musashi, contre Zhang Qingzun et contre Rick Rufus. 28 ans pour Rémi Bonjasky, 1m95, 108 kg 400, 47 victoires dont 28 par KO et 10 défaites pour le néerlandais. Alors un super fight qui va se disputer dans les règles du K1, c'est-à-dire 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes avec la possibilité de 2 extra rounds. Enfin là, bon, on ne veut pas être irrévérencieux envers Akebono. Mais bon, Rémi Bonjasky ne devrait peut-être pas avoir recours à 2 extra rounds. On sait jamais, hein. On va rester vigilant. Ouais. En tout cas, sur les 4 défaites de Akebono, il faut quand même signaler que 3 d'entre elles ont été obtenues, si je puis dire, par décision. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout du combat. Seul Bob Sapp a battu par KO Akebono. Donc ce qui veut dire que le japonais a de la résistance. Il faut dire aussi qu'il a du coffre, sans vouloir être ironique. Voilà, c'est sûr. Il a beaucoup de coffre même. Mais là, face à lui ce soir, il a un garçon extrêmement intelligent, certainement l'un des meilleurs techniciens actuels du circuit. Et puis il n'est pas non plus dénué de punch, Rémi Bonjasky. Alors c'est sûr qu'au départ, il a un petit problème à résoudre. C'est la corpulence de son adversaire, parce que quand vous avez sur vous comme ça 260 kg qui arrivent, c'est pas évident. Il se sert d'ailleurs de son poids, Akebono. Il a bien raison d'ailleurs, parce que c'est sûr que techniquement il ne pourra absolument rien faire face à Rémi Bonjasky. Pour Bonjasky, là il va falloir travailler soit en zone très haute, soit en zone basse, parce qu'en zone du milieu, il n'y a pas grand chose à craindre pour Akebono. Il y a quand même un bon matelas. C'est ça, il faut travailler dans les jambes, et ensuite essayer de travailler à la tête. Voilà, il travaille bien en zone basse, Rémi Bonjasky. Tout de suite, il se protège, bien sûr. Et bien sûr, vous l'avez compris, pour le néerlandais, tout l'intérêt c'est de tourner autour de son adversaire, bouger un maximum. Tenez qu'Akebono a quand même beaucoup de mal à se mouvoir. Et puis il ne faut pas croire, quand vous avez un garçon comme Akebono en face de vous, quand on est assis comme ça à sa place, on croit que c'est facile, mais... Ah non, ça ne l'est pas là, non. Ça n'est pas du tout d'ailleurs. Il y a un gros problème à résoudre. Et c'est un encaisseur hors pair, Akebono, là, avec la corpulence qu'il a. Bien sûr. Je peux vous dire qu'il faut lui faire vraiment très mal pour qu'il sente véritablement le coup. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'au niveau du milieu, au niveau du torse, il n'y a absolument rien à faire. Il ne sentira vraiment pas les coups, quoi. Il faudrait vraiment le perforer, si je puis dire, pour qu'il ressente quelque chose. Bien sûr. Vous savez, un des meilleurs exemples qu'on puisse dire, c'est les 2 combats références entre Bob Sapp et Ernesto Hoost. Les 2 fois Ernesto Hoost n'est pas passé, et pourtant techniquement Bob Sapp n'a rien à voir avec Ernesto. Mais bon, techniquement il est peut-être meilleur qu'Akebono, bien sûr. Il faut savoir qu'il a eu beaucoup de défaites, Bob Sapp, dans les règles du K1, et 2 fois il rencontre Ernesto Hoost et 2 fois il le bat. Et pourtant, techniquement, il n'a rien à apprendre aux Néerlandais. Donc, c'est pas évident quand vous avez comme ça devant vous des gros gabarits, des gars hyper forts. C'est sûr qu'il ne va pas mettre un high kick à Rémi Bonjasky, Akebono, mais il peut, sur une gauche ou sur une droite, il peut l'endormir. Il peut faire très mal, ça c'est certain. Il n'y a pas du punch, mais il y a une frappe très lourde. Et pour le moment, en tout cas, c'est Bonjasky qui les envoie. Et d'ailleurs, on voit, le Néerlandais, il est très sérieux dans sa boxe, il ne prend pas de risque. Avec Akebono qui vient de lui dire frappe-moi au visage, ce sera mieux. Oui, alors qu'il l'avait frappé dans le ventre et que... Ça va peut-être venir.
c'était plus comique qu'autre chose. Ouais. Ouais, ça ferait que ça fait mal hein, quand ça vient de loin, là, ce que donne Akebono. Il y a du poids, quoi qu'on en dise. Et fin de la première reprise. Akebono, en tout cas, qui peut se vanter d'avoir passé la première reprise face au champion de titre du K1 World Grand Prix, c'est déjà pas mal. Ouais. Et je vous rappelle hein, qu'au terme de ce combat, on vous plongera dans l'univers des deux plus grandes écoles de boxe pied-point aux Pays-Bas, le Medjiro et le Vos Gym, avec notre confrère d'Eurosport aux Pays-Bas, l'ancien champion Fred Royers. Immense champion Fred Royers. Qui est allé à la rencontre de tous ses protagonistes, notamment Rémi Bonjaski et Ernesto Hoost. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Anthony. Moi, je suis pas trop pour ce genre de combat. Je suis sûr que ce genre de rencontre, moi je trouve que ça fonctionnerait pas, ça en France. Ça fonctionnerait pas. Ça fait du tort parce que. Je le répète à chaque fois quand je joue à Akebono parce que j'ai un profond respect pour Akebono. Hein. On sait que ça a été l'un des plus grands sumotori hein, de ces 15 dernières années. Je suis pas un spécialiste du sumo, mais ça doit être un petit peu ça. Ah oui, complètement. C'est vraiment une légende. Et moi, franchement, à chaque fois, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je comprends pas. À la fois, ça ressemble, hein, le mot est peut-être fort, à une sorte de parodie. On a plus l'impression que c'est un combat pour s'amuser auquel on a assisté parce que, bon, voilà, quoi. C'est pas esthétique, il faut le dire franchement, c'est pas esthétique. Encore dans le cadre du sumo, c'est normal de voir un garçon comme ça. Autant là, face à un Rémi Bonjaski qui paraît être un Henri Covert à côté d'Akebono. Ouais, il frappe aussi. Hein, ça paraît pas très joli, très esthétique. Depuis ses tout débuts dans le K1, eh bien, Akebono, il n'a jamais eu de sinécure. Hein, il a tout voir. Même si vous avez noté qu'il avait eu qu'une seule défaite avant la limite. Ouais, contre Bob Sapp. Ouais, mais enfin, à chaque fois, il a quand même pris des coups, hein, que ce soit avec Musashi ou bien avec Rick Rufus. Et puis là, ça continue. Hein. Regardez, Luki qui est en bas. Enfin, Luki qui est toujours en bas d'ailleurs. Il est en train de commencer à s'essouffler. Akebono, là, on le voit en train de souffler très très fort. C'est clair qu'à force de courir après son adversaire, enfin courir, essayer de poursuivre son adversaire, on va dire. Essayer peut-être de le coincer dans un des coins du ring, mais plus face à Rémi Bonjaski qui voulait qu'il fasse. Ah, et puis le néerlandais qui commence de mieux en mieux à travailler en high kick là. Il nous a pas encore gratifié de superbes coups de genou, Rémi Bonjaski. À mon avis, il a essayé un petit peu de trouver ses marques et. Oh, le high kick là, attention. Parce qu'en plus, il n'a pas le réflexe de relever les gants, Akebono. Hein. C'est pas un kickboxer. Hein. Donc regardez, il a les gants vraiment bien bas, peut-être un peu trop sûr de sa résistance physique. Mais on lui demande de combattre hein, d'ailleurs. On lui demande de combattre. Mais je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, regardez, on l'a vu là en gros plan, il est totalement essoufflé le japonais. Il n'arrive plus à reprendre son souffle. Et là, c'est sans doute pas cette. C'est le maximum qu'il puisse faire, à mon avis, sur le ring. Oui, mais là, regardez, il est en train de s'époumoner encore plus, hein, parce qu'il est en train de fournir un gros effort. Attention à l'arrière. Et du coup, regardez les conséquences de cet effort, quelque part forcé par l'arbitre, qui a dû consentir Akebono. Il prend des coups. Et ça frappe en bas, et ça frappe au milieu, et ça frappe en haut. Il n'y a pas encore eu un petit coup de genou là, de la part de Rémi Bonjaski. En tout cas, c'est une bonne indication hein, pour les futurs adversaires d'Akebono K1. Laissez-le vous faire un petit enchaînement. Il va complètement s'essouffler. Et ensuite. J'espère surtout qu'ils vont le mettre sous la touche, entre guillemets, hein, qu'ils l'invitent bien évidemment. Oh, le coup de genou là. Ah non. Mais il faut arrêter de le faire combattre. Oh, voilà le coup de genou sauté de Rémi Bonjaski. Ça, il a décidé d'accélérer en fin de cette deuxième reprise. Ouais. Ouais, mais il a tendu tranquillement dans les cordes Rémi Bonjaski. Il a laissé Akebono enchaîner, donc quelque part consentir un effort physique que là, il est en train de payer au maximum. Et derrière, comme le japonais est incapable de pouvoir se bouger, regardez, il est totalement essoufflé. Eh bien, il a pu travailler à sa guise, le néerlandais. Oui, là, il est pas. Ça fait pas, je veux dire, il n'a pas vraiment la morphologie d'un garçon qui pratique le kickboxing, enfin, je dirais les box pieds-points. Hein.
Ah ouais, là, faut C'est pas difficile hésiter pour le à... rythme cardiaque là. Faut pas hésiter à prononcer certains mots. Akebono, c'est un pur produit marketing hein, pour le K1. De le faire venir comme ça attire un peu plus de public parce que c'est une immense star au Japon. Vous savez comment ça se passe, vous savez les Japonais, j'ai la chance de pouvoir me rendre régulièrement aux différents K1 World Grand Prix. Non, justement, ils commencent un petit peu à se lasser les Japonais. Au début, c'est vrai, il y avait ce côté un peu majestueux d'un des plus grands sumotori venant combattre dans les règles du K1, mais bon, là je pense que la farce a suffisamment duré, donc là on va voir ce que ça va donner ce soir. Parce que la légende du sumo en prend un coup, hein, du coup, hein, sur ce ring là. Alors qu'il était considéré comme une idole. Là, on a peut-être plus l'envie, entre guillemets, bien sûr, de se moquer quelque part. Oui, enfin, moi je suis surtout pas là pour me moquer. Non, mais quand on dit moquer, c'est-à-dire... Il a encore pris une belle droite là. Akebono. C'est dans le sens un peu artistique, j'ai envie de dire, du terme, que Akebono fait figure un peu de... le high kick terrible, il l'a pris sur la carotide celui-là. Oh là 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 là. Magnifique high kick de la jambe droite. Et là il reste au sol, hein. Il est au tapis Akebono, hein. Il ne s'enlève pas tout de suite. Ah puis alors vous avez vu hein, comment il est tombé de toute sa masse, et le problème c'est qu'il avait depuis le début du combat les bras en bas, aucune garde, on va peut-être le revoir. Il est toujours couché. J'espère que c'est pas trop grave. Bon, il a fait un bon KO, c'est tout, il va revenir à lui. Voilà. Voilà ce qu'on était en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Une immense légende du sumo qui voilà, est à terre, essoufflé. Enfin voilà, c'est des images qui le décrédibilisent totalement et qui eh bien, écornent un petit peu son image, et ça c'est dommage. Ça fait de la peine. Moi je le dis franchement, voilà, ça fait de la peine. Quand je dis moquer, c'est-à-dire c'est ça, quoi. Il fait de la peine. Et bon, c'est un peu dommage quand même. Vous savez, si on demandait à un grand champion, un immense champion du K1 de venir combattre dans les règles du sumo, ben, ça serait la même chose dans le sens inverse, hein, ce serait tout à fait logique. Non, mais là, c'est quand on vous dit que Akebono est une légende au Japon, c'est pas peu dire, et c'est comme si vous mettiez Zinedine Zidane dans un match de rugby qui prenait un énorme c'est ça, voilà, exactement. Tampon et qu'il était comme ça par terre et agonisé. Ouais, ça aucun intérêt, franchement aucun intérêt. On espère tout que ça va, il est bien revenu. On va revoir ce high kick. Oh oui, il l'a bien placé. Quel coup d'œil ce Remy Bonjasky, parce qu'on n'a pas trop parlé du néerlandais, mais en tout cas, il nous démontre ce soir qu'il n'a rien perdu, ni de sa précision. Et là, il a trappé, voilà, low kick intérieur, crochet du gauche, pardon, high kick du droit. Remy Bonjasky va faire mal encore hein, au Dôme de Tokyo au mois de décembre. Il a très envie hein, de conserver ce titre. Et là, il le prend sur la carotide. Ouais. Et de rejoindre instantané. Hein. La légende Ernesto Hoost hein, qui a remporté lui aussi 4 titres. Il faut y aller hein, sur les 4. Hein. Le seul qui pourrait éventuellement égaliser au mois de décembre maintenant, c'est Peter Hart, puisqu'il a remporté 3 fois la finale du K1. Et on passe tout de suite au combat, le 7e de ces éliminatoires du K1 World Grand Prix avec Cyril Abidi face à Musashi. Abidi, le français qu'on va découvrir dans quelques instants face à Musashi, qui est véritablement la référence hein, du K1 au Japon. K1 World Grand Prix 2003第3位 Cyril. Allez, voici Cyril Abidi, cette présentation, 28 ans, 1m90, 104 kg 700, 25 victoires, dont 17 par KO et 12 défaites. Et on va passer à la présentation de Musashi, 1m85, 103 kg pour ce garçon âgé de 32 ans. 25 victoires dont 9 par KO, 18 défaites et 5 nuls. Et Pascal, puisqu'on parlait du Mejiro et du Vosh Gym, la cerise sur le gâteau, c'est qu'au premier tour, maintenant on le sait, hein, on le sait bien sûr, de la finale du K1 World Grand Prix,
il y aura un combat fratricide entre Ernesto Host et Rémi Bonjaski. Un des quarts de finale, le quatrième opposera donc Ernesto Host à Rémi Bonjaski. Donc ça tombe bien que vous ayez fait ce reportage sur ces deux écoles. Elles vont se retrouver face à face le 4 décembre dès le premier tour. On connaît également l'adversaire de Mike Timo. Mike Timo, le Thaïlandais. Qui sera opposé au Thaïlandais qu'on a vu tout à l'heure. Connor Singh. Connor Singh qui a battu tout à l'heure Alexei Ignashov. Pour le reste, on va maintenir le suspense. Bien sûr, le vainqueur de ce combat, on connaît son adversaire. Ce sera Recefo. Et ensuite, on connaîtra qui de François Botha ou bien sûr Jérôme Lavater sera opposé à Peter Hart. Exactement. Puisqu'on a vu tout à l'heure Peter Hart se qualifier. Et on le disait tout à l'heure, au moment de la présentation de tous les combattants, Pascal, après on rentrera de plein pied produit dans le combat. Cyril Abidi, eh bien, il fait l'actualité sur les rings, mais également on a envie de dire dans le rayon jeu de société actuellement. Jeu de société en fait, il y a un jeu de société qui s'appelle Jukatai. Qui est une sorte de jeu de loi. Il y a des figurines, 132 cartes à jouer, un plateau. Il y a 2 cartes joker avec Cyril Abidi. Mais ce qui est plus pratique, je pense que ce serait d'aller sur le site internet qui propose ce cadeau, www.jukatai.com. Voilà, et d'ailleurs ce jeu va être présenté aux Japonais lors de la finale du K1 World Grand Prix. Voilà. Allez, on est entré maintenant dans ce combat avec bien sûr Cyril Abidi aux couleurs de l'OM, aux couleurs de Marseille. Ah oui. Et Musashi pour l'instant qui est en train de passer. Il va droit au but en tout cas Cyril Abidi, si je peux me permettre. Juste pour terminer, je voulais dire simplement que c'était Christian Grasso qui avait donc inventé ce jeu Jukatai. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Avec Cyril Abidi face à Musashi. Et le Français qui a très bien débuté même ce combat. C'est un garçon vaillant, Cyril Abidi fait jamais les choses à moitié. D'ailleurs je crois même que c'est la première fois que ces deux garçons se retrouvent face à face. Ils ne sont jamais rencontrés. Non, je vous confirme, il n'y a pas eu de combat qui a précédé entre Musashi et Cyril Abidi. Il a intérêt à se méfier de la droite en ligne de Cyril Abidi, le japonais Musashi. Là, il jette peut-être d'un peu trop loin le Marseillais. Il travaille bien dans les jambes là, Cyril Abidi. En revanche, Musashi a affronté Jérôme Le Banner. Il a perdu d'ailleurs. C'était lors de la finale du K1 World Grand Prix 2002. Victoire par KO à la deuxième reprise pour Jérôme. Ouais. On espère la même chose ce soir pour Cyril Abidi. Mais attention, il est gonflé à bloc, le japonais. C'est le finaliste de la dernière édition du K1 World Grand Prix. Et il tient absolument à être présent le 4 décembre au Dôme de Tokyo. Il travaille au plexus là, Musashi. Et après un début de combat assez convaincant, on va dire, de Cyril Abidi. Musashi là est revenu un petit peu à hauteur du français. Exactement. Il commence à s'installer dans le combat lui aussi. Attention, encore une belle gauche là de Cyril Abidi qui vient de passer. Et fin de cette première reprise où on aura vu, on a envie de dire, Pascal, un Abidi aux deux visages. Au début, ça a été très dominateur et ensuite un peu plus dominé, on va dire. Je pense pas qu'il perde la reprise de toute façon. Ça c'est certain, mais en tout cas, Musashi n'a pas perdu autant qu'on aurait pu le croire dans les premières secondes. Bon blocage là, du français sur cette attaque en coup de pied circulaire en middle kick de Musashi. Par contre là, il faut se méfier des coups de genoux directs du japonais. Comme vous le soulignez d'ailleurs, très beau travail au corps avec cette gauche. Musashi. Voilà. Hey Cyril, il est à droite, tourne à gauche.
Et début de la deuxième reprise. Il faut qu'il démarre comme les premières secondes du premier round, Cyril Abidi. Oh là, ça c'est bien. Ouais, très bien même. Ah, il est explosif comme on l'aime, hein, Cyril Abidi dans ce combat. Oh, attention à ce high kick. Et il suit bien au genou derrière le japonais. Faut pas qu'il se laisse déborder, Cyril Abidi. Faut qu'il reprenne tout de suite le contrôle du combat. Voilà, de cette façon d'ailleurs. Et bien évidemment, tout le Budokan n'a Dieu que pour Musashi. Il y a beaucoup de pieds retournés là, hein, bien contré par le français. Très bien. Il travaille bien au genou direct, Musashi, mais là, la réponse du berger à la bergère, il lui a mis la même, Cyril Abidi. Bel enchaînement, droite-gauche. Il suit toujours avec ses genoux. High kick maintenant de Musashi. Allez, coup de poing au plexus, là, bon crochet au plexus de la part de Musashi qui a vraiment une boxe très complète là, dans ce combat. Avec les poings, avec les pieds. Il est bien hermétique. Dans toutes les zones. Il connaît les qualités de son adversaire. Cyril Abidi a quand même battu de grosses pointures sur le circuit K1, 2 fois Peter Hart. Il a également battu Recefo, il a également battu François Botha. Il a battu Aziz Katou. Donc Musashi ne peut être que sérieux dans sa façon de combattre parce que la moindre erreur, eh bien, je pense que Cyril Abidi en profiterait tout de suite. Hein. Il avait également battu Stéphane Lecco, hein, Cyril Abidi. Exactement. Le 18 juillet 99. Ça peut être un tournoi, ça, il s'était incliné derrière peut-être. K1 Dream 99. Il s'était incliné face à Philo, je pense, derrière. C'est ça, non oui, tout à fait, oui. J'étais en train de penser à autre chose, effectivement. Il avait, donc tout ça, Musashi le sait, il connaît bien Cyril. Hein, alors, il le boxe pour la première fois, mais il connaît sa carrière par cœur. Et donc là, par contre, là, il travaille bien, le japonais. Il y a encore 15 secondes dans la deuxième reprise. On attaque les 10 dernières secondes. Vous avez entendu le petit son. Voilà, c'est ça. Il faut accélérer là du côté du Marseillais. Oh et là, il se fait balayer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les saisies sont interdites également. Oui. Donc, oui, d'un autre côté. Et on n'a rien dit à Musashi. Oui. On n'est pas en Muay Thai. On ne peut pas saisir la jambe. En Muay Thai, vous pouvez saisir et ensuite ou shooter dans les jambes ou envoyer un coup de poing. Ou pourquoi pas placer un coup de genou. Il n'y a aucun problème. Mais là, vous ne pouvez pas saisir la jambe. En tout cas, la troisième reprise s'annonce palpitante, hein, parce qu'elle va véritablement départager les deux garçons. Enfin, à moins qu'on ait recours à un extra round ou un deuxième même. Mais là, c'est très serré quand même. Il est beau là, le high kick de Musashi. Il a progressé avec ses genoux, le japonais, c'est incroyable. On a entendu le coin de Cyril Abidi. Je lui ai demandé d'aller dedans, c'est-à-dire de ne plus calculer. Là maintenant, il faut faire de Musashi une cible de tous les instants. Ah, puis il a les moyens, il a les qualités pour y arriver, Cyril Abidi. Hein. Attention. En tout cas, les échanges, ils sont bien musclés. Hein. Cette rencontre était vraiment attendue. Hein. Par tout le public japonais. Voilà, il accélère encore. Cyril Abidi, attention quand même à ce high kick.
toujours son genou arrière. Front kick de la même jambe pour Musashi, donc la jambe gauche. Évidemment, vous l'avez remarqué, hein, il évolue en gaucher, le japonais. Pas besoin de respirer, Musashi. Voilà, c'est là que Cyril Abidi va en profiter. Et non, là c'est Musashi qui travaille avec middle kick après sa gauche et maintenant tout de suite saisi pour travailler encore à corps, mais séparation bien évidemment de l'arbitre. Voilà, bien essayé là du côté du français. Ah, on se retourne pas là, Musashi, il faut pas se retourner. Il a de la chance parce que Cyril Abidi aurait pu, alors sans problème, balancer une technique de jambe ou un coup de poing. Hein, fair play, le Marseillais. Ouais, ça se durcit encore, hein, les échanges. Beaucoup de coups qui sont bloqués là du côté de Cyril Abidi. C'est pour ça, c'est dommage, il devrait tout de suite remiser derrière. Et c'est le Français qui avance en permanence. Hein. Oh là, le bon compte de Cyril Abidi. Allez, les 10 dernières secondes, faut tout donner là. Faut y aller là. Pour impressionner une dernière fois les juges. Ah, il n'a pas démérité, hein, Cyril Abidi dans ce combat. Du tout. Maintenant, reste à savoir comment les juges ont perçu ce combat. Ça, c'est une autre histoire. Il a fait une très très belle troisième reprise, le Français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anthony? Moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure avec notamment le combat de Ignashov, je dirais que c'est très équilibré et qu'un extra round serait vraiment pas inutile pour véritablement avoir un avis tranché sur le vainqueur. Exactement, afin d'être sûr du vainqueur. On n'est pas en train de parler de n'importe quoi, on est en train de parler d'une finale, d'une qualification pour une finale de K1 World Grand Prix. Donc voilà, pour être vraiment sûr de ne pas donner une décision à la va-vite, un extra round me paraît de rigueur. C'est vrai. On va voir si les juges en ont décidé. Seuls les juges jugent. Comme nous, parce que bon, voilà, hein, on est au Japon, Musashi est japonais, donc ça peut aussi avoir un impact. D'ailleurs, vous voyez, le premier juge, il donne victoire à Musashi. Et Musashi donné vainqueur par les deux premiers juges et qui participera donc à la finale. Cyril Abidi n'y sera probablement pas, à moins qu'il y ait des blessures, mais ça... En tout cas, il sera en super fight, ça je peux déjà vous l'annoncer, hein, on peut déjà le dire, puisqu'il sera opposé à Gary Godridge. Le 8e et sans doute pour nous, spectateurs français, le combat le plus attendu de ces éliminatoires de la finale du K1 World Grand Prix. Sans vouloir bien sûr manquer de respect vis-à-vis de Cyril Abidi, c'est vrai que Jérôme Le Banner, pour le moment, est quand même la référence en France, la légende de ce K1. Cyril Abidi, petit à petit, est en train d'arriver à la popularité de Jérôme Le Banner. On l'a même vu ce soir encore, hein, Cyril, vous l'avez souligné, hein, en antenne, d'ailleurs on en parlait tous les deux, il méritait sans aucun problème un extra round. Mais là, c'est sûr, Jérôme Le Banner, c'est un autre niveau. D'ailleurs, je vais en profiter parce qu'il voulait absolument faire une dédicace. Jérôme, là, vous voyez, il portait un t-shirt Ultra, mais un petit clin d'œil à Reynald Nemec, qui se reconnaîtra. Pour tout vous dire, vous savez que Jérôme a une grosse passion, c'est les chiens. C'est ce monsieur qui lui fournit gracieusement toutes les croquettes. Et comme vous connaissez le nombre de chiens que possède Jérôme, ce monsieur Reynald Nemec est très sympa. Parce que ça marche par tonne. Ah, donc voilà. Ouais, donc c'est pour ça. Jérôme m'a dit, n'oubliez pas de saluer
du tram. Donc je le fais bien évidemment avec grand plaisir, comme on a pu le faire pour le jeu de société de Cyril Abidi. Et on a vu pour François Botha, 1m92, 114 kg, 700. Là, avec 4 défaites en 4 combats, faut quand même le spécifier. Ouais. Mais alors par contre pour Jérôme Le Banner, c'est quand même un petit peu la grande inconnue. Alors c'est vrai, il a combattu quelques semaines auparavant à Séoul, ça a été assez rapide. Bon, il a gagné par KO la première reprise. Maintenant là en face de lui, il a quand même François Botha, même si vous le soulignez, 4 combats, 4 défaites, mais ça va absolument rien dire. Et dont 2 contre Cyril Abidi d'ailleurs. 2 contre Cyril Abidi, exactement. Donc, il faut faire attention quand même. Faire attention, il faut savoir qu'à ce moment précis, Jérôme a vécu des moments très douloureux aussi. Ouais, parce qu'il a perdu sa maman, on vous le rappelle. Quelques semaines avant. Mais bon, c'est parti. Allez, place au combat. Place au combat. De toute façon, il monte pour la gagne, Jérôme Le Banner. Alors, juste une petite indication. 57 combats, 46 victoires, dont 36 avant la limite pour Jérôme Le Banner. Et voilà, tout de suite en seulement 8 jambe, défaites et un nul et un no contest également dans sa carrière. Allez, Jérôme qui d'entrée va essayer d'impressionner François Botha sans doute. Essayer d'imposer sa puissance, voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler dans les jambes, il faut le déstabiliser, le Sud-Africain. Il n'aime pas prendre les low kicks et c'est ce que lui a conseillé d'ailleurs son entraîneur, là, Stéphane Nikema. Casse-lui ses appuis, travaille en low kick, intérieur ou extérieur. C'est les consignes qui sont données. Et vous voyez que les photographes sont hyper attentifs à l'évolution de ce combat, dont un qui était carrément vautré sur le ring, pour parler sans doute un petit peu à Jérôme Le Banner. Certainement. On va pas vous donner son nom, on l'aurait peut-être deviné. Il se méfie énormément, François Botha. Il a fait beaucoup d'intox avant et pendant la conférence de presse. Mais là, maintenant, en face de lui, il a Le Banner. Et on le voit, il est pas spécialement à l'aise. On le saurait à moi. Ouais. Jérôme Le Banner, on vous le rappelle, finaliste de la finale du K1 en 2002. Vainqueur à Nagoya, à Osaka, 3e. Il travaille bien dans les jambes là, Jérôme. En 99, finaliste en 95. Et très belle gauche, beau crochet du droit du français. Ça fait sourire Botha, mais il a dû bien les sentir. Coup de genou de Jérôme Le Banner. Ça, c'est les entraînements avec Stéphane Nikema. Ouais, du côté du Havre. Ça frappe bien dans les jambes. On travaille énormément. Et pour l'instant, le buffle blanc, comme il se surnomme, François Botha, est en train de subir les assauts de Jérôme Le Banner. Pour le moment, ouais. Mais je trouve qu'il ne se sert pas vraiment bien de son bras gauche, Jérôme. On l'a vu tout à l'heure, il l'a un peu secoué. Alors, par contre, là, le low kick de la jambe avant est bien donné. Une petite appréhension pour Jérôme Le Banner. Après sa blessure qu'il a tenue éloigné des rings. Pour l'instant, c'est quand même une distribution là, que prend François Botha. Il est en train de travailler bien, très bien. C'est vraiment ce qu'on attendait de Jérôme Le Banner. Entre en genou. Il s'impose en patron pour le moment dans cette première reprise. Et on le disait tout à l'heure, mais là, encore un très bon high kick de la jambe gauche, mais il a du mal à lâcher sa gauche, le français. Ouais, il suit derrière en genou. Qu'on en parlait, Pascal, Cyril Abidi qui sera en super fight pour la finale quand il en sera. Face à Gary Goldridge, un combat qui promet encore. Bon, vous savez, il a maintenant une très, je m'en suis rendu compte, il a une très grosse cote de popularité. Cyril Abidi, il est difficile pour les Japonais de se priver de sa présence. Alors que l'arbitre a failli se casser la figure là. Très beau round en tout cas de Jérôme Le Banner qui l'emporte sans problème. Là il n'y a aucun problème pour l'instant. C'est pas pour autant que il n'a pas écouté les conseils de son entraîneur Jérôme Le Banner. Alors qu'on voit là cette belle enchaînement. Mais vous avez vu, il ne sert pas bien de son bras gauche. Voilà, un tout petit peu. Il y a peut-être cette appréhension après cette blessure de ne pas vouloir se reblesser tout de suite, même jamais si c'est possible. Ça serait peut-être mieux. Alors, il faut savoir pour la préparation de ce combat, Pascal, qu'il a vu énormément de vidéos de son adversaire, Jérôme, pour bien s'inspirer et bien étudier le style de son adversaire. Exactement. Ce qui n'est d'ailleurs pas trop dans ses habitudes en règle générale. C'est clair qu'après sa blessure, Jérôme Le Banner est devenu, non pas sur le ring, mais dans sa préparation,
un autre combattant qui ne néglige aucun détail, encore moins qu'avant d'ailleurs. Voilà, il travaille bien en genou là, le Français. Hein. Oh, attention à la droite là de Botta. Low kick intérieur pour Jérôme Le Banner. Et on lui demande de travailler à la tête à Jérôme Le Banner là. On lui demande de travailler en high kick, jambe arrière. Moi je pense qu'il devrait plutôt travailler en zone basse. Voilà, de cette façon, que ce soit avec la jambe avant ou avec la jambe arrière. Il faut shooter dans les jambes de son adversaire. Oh, cette belle droite qui vient de contrer Le Banner. Ouf. Allez, il l'a encaissé. Ah bah il l'a encaissé là, oui. Il a été bien touché, le Français. Un peu déstabilisé, Jérôme Le Banner. Il faut qu'il s'en remette. Il faut qu'il mette un genou à terre, surtout. Il a bien été contré par cette droite de François Botta. D'ailleurs, on le voit là, regardez, tout de suite, il met un genou à terre. Il a besoin de récupérer. Ah, il s'est bien fait piquer là, le Français. Hein. Ah, ça va donner confiance aux Sud-Africains. Attention à pas se jeter, Jérôme, il faut y aller tranquillement là, faut pas faire de bêtises. Parce qu'on sait que le danger avec François Botta maintenant ne peut venir que de la droite, qu'elle soit en uppercut ou en crochet. Et là il reste quand même plus d'1 minute 20 dans cette deuxième reprise. Donc si on pouvait donner la première à Jérôme Le Banner, eh bien pour le moment on la donne à François Botta. Ah ouais, carrément, y a pas de mais maintenant il faut voir que, oh attention, il le frappe après le gong là, c'est pas bien François Botta. Ça mériterait même un avertissement. Et voilà. Ouais, c'est normal. Bah oui, juste à... Ouais. Surtout que là, il n'avait pas besoin de ça, le Français. Il en avait déjà pris une bonne dans les règles de l'art. Mais là, celle-ci n'était pas nécessaire. On l'a vu dans d'autres situations plus périlleuses. Jérôme Le Banner, on peut se rappeler, face à Mark Hunt à Bercy. Hein, lors du premier K1 organisé en 2002. Un combat exceptionnel. Où il avait été... légende, hein. Un combat de légende, on peut le dire donc. Mais là, c'est pas le même combattant. Il revient d'une très longue blessure. Enfin, il semble l'avoir bien récupéré, hein, le Français. Voilà, c'est bien, ça lui permet de récupérer. Oh, encore à cette droite de François Botta. Il sait faire que ça, mais il les donne bien. Hein. Oh, crochet du gauche du Français, doublé crochet du gauche, droite du Français. La fin de cette deuxième reprise qu'on va donner aux Sud-Africains parce que même si le Français est bien revenu en fin de ronde, on est obligé de la donner à François Botta, bien sûr. Ça fait une reprise partout. Ouais. Bref, la troisième, il va falloir que Jérôme Le Banner fasse définitivement la différence. On va la revoir cette droite. Ah ouais, elle est bien arrivée. Hein. Ouf. Ouais. Et pour ceux qui débarqueraient dans le monde de la boxe, il faut quand même rappeler que François Botta, c'est quand même pas le premier venu en boxe anglaise. Là, il est en K1, mais en boxe anglaise, il a quand même eu pour adversaire un certain Lennox Lewis. Mike Tyson. Et Mike Tyson. Les deux. Les deux, oui, tout à fait. Donc, du coup, bah voilà, hein, on comprend que c'est quand même pas un garçon qui possède le punch le moins important du circuit K1 désormais. Ah, faut pas en prendre une. Hein. Il est bien marqué au visage, François Botta. On lui a demandé dans son coin surtout de ne pas se battre. À Jérôme Le Banner. Il devrait travailler comme dans la première reprise, le Français. Bien travailler dans les jambes de Botta. Quand il s'approche comme ça, bien pour l'accrocher, travailler en genou. Voilà, travaille bien là avec son direct du bras avant, le Français. Il cherche le contre, François Botta. De toute façon, il est évident qu'en termes de technique, on peut pas rivaliser. Voilà, un très bon high kick, la gauche derrière. Ouais, c'est le Jérôme qu'on aime voir là. Celui qui enchaîne, celui qui laisse pas respirer son adversaire. Il fait un bon combat quand même, hein, François Botta. Ouais.
Il a du mal à se servir de son bras gauche. Hein. Après, on vous expliquera pourquoi d'ailleurs. Le Français est bien revenu dans le match. Mais franchement, elle était très très belle, hein, cette droite de François Botta. Et encore une 30 dans cette troisième reprise. C'est comme ça qu'il doit travailler, et surtout en bas, bien sûr. Encore une droite donnée par François Botta. Moins fulgurante que celle de la deuxième reprise, mais qui au fur et à mesure doit quand même faire mal. Il a du mal à accélérer le Français. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. En genoux, voilà, faut bien les passer. On lui a demandé de ne pas se saisir. C'est normal. Il fait une bonne troisième reprise, le Français, parce que si, à part sa droite, François Botta, il n'en voit rien d'autre. C'est beaucoup plus complet techniquement chez Jérôme Devanner. Il travaille en bas, au milieu, en haut, il envoie les poings, il envoie les jambes. Ouais, il continue d'ailleurs. Allez, 10 dernières secondes. Ouais. Fin du combat. Enfin, éventuellement, si on n'a pas le droit à un extra round, je ne sais pas ce que vous en pensez. La troisième reprise, je ne sais pas si les arbitres vont considérer que Jérôme Le Banner a suffisamment dominé cette troisième reprise pour être donné vainqueur, puisque la première elle était pour lui, la deuxième pour Botta. Elle est pour François Botta, donc la troisième, il faut voir maintenant comment les juges l'ont analysé. C'est clair que ça n'a pas été une domination non, très flagrante de la part de Jérôme Le Banner, il faut bien l'avouer. Surtout pas. Je dirais qu'il a été plus complet techniquement, bon, mis à part cette droite de Botta qui encore une fois arrive, mais là c'est lui qui prend la gauche d'ailleurs. Ouais, cela dit, le paramètre technique à la limite, les juges ils vont pas forcément prendre en compte, parce que dès que les deux garçons sont sur le ring, sachant que Botta, d'où il vient, boxe anglaise, etc., on sait que Jérôme Le Banner est un combattant plus complet, donc c'est véritablement sur l'impression générale du combat qu'on va juger. En tout cas, un match qui était beaucoup plus serré que prévu. Ouais, c'est clair. Mais il faut vouloir chercher d'excuses, tenir compte de toutes les circonstances. Voilà, le vrai Jérôme Le Banner, si on peut dire. Un Jérôme Le Banner à 100%. Pour le premier juge. Ouais. Le deuxième juge donne François Botta. Le deuxième donne draw. Il y a un extra round. Extra round, donc match nul. Mais je ne l'ai pas vu rentrer dans son coin. Regardez, il peut plus là, il peut plus. Il peut plus, en fait il a mal au bras gauche, il a une tendinite. Et c'est la raison pour laquelle effectivement le combat il a une tendinite au bras gauche va s'arrêter là. Mais je pense qu'il a bien raison de ne pas vouloir y retourner. Ouais, il ne s'agirait pas pour Jérôme Le Banner de sacrifier la suite de sa carrière, mieux vaut sacrifier une finale. Déjà très honnêtement, je pense que ce combat pour moi était un petit peu prématuré. De part, je vous dis déjà, bon, la préparation qui ne pouvait pas être au top, puisqu'il fallait y aller crescendo. Et je dirais de par les événements qu'il a pu malheureusement subir durant ces toutes dernières semaines. Mais c'est surtout, je vous dis, cette tendinite du bras gauche, puisqu'il faut, ce qu'il faut savoir quand même après ce combat, c'est que Jérôme Le Banner donc, est parti à l'hôpital, directement à l'hôpital de Tokyo, car bien évidemment les responsables du K1 Corporation voulaient savoir ce qu'il avait. Ils ont été lui faire une radio, il s'est avéré que c'était vraiment une très grosse tendinite. Voilà. Mais Jérôme sera opérationnel car il boxe également, comme ça nos deux Français en fait sont en super fight. Il boxe la grande finale. Il boxera normalement contre Hiromi Hamada. Maintenant il reste également en reserve fight.
Donc là, il y a un blessé parmi les finalistes, Voilà. dont François Botha est pour l'instant l'officiel dernier qualifié. Qui sera donc opposé à Peter Hart. Qui sera opposé à Peter Hart. D'ailleurs, tiens, on va faire un récapitulatif complet. On aura donc François Botha face à Peter Hart. Le combat le plus attendu, Ernesto Hoost contre Rémi Bonjaski. Exactement. On aura également Mighty Mo qui lui sera opposé Kao Klai Carnossing. à Carnossing. Et le dernier combat, c'est Recefo Face à Musashi. face à Musashi. On aura donc les 8 finalistes, avec bien sûr les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale. Et Jérôme Le Banner et Cyril Abidi en super fight. Jérôme Le Banner en réserve. Donc s'il y a parmi les 8 garçons dont on vient de vous parler une défection, ce sera Jérôme Le Banner qui prendra la place. Et s'il y a un deuxième garçon de forfait, c'est Cyril Abidi. Il manquerait plus ça qu'on retrouve nos 2 Français dans le tableau final. Bon, on aurait comme un peu du mal pour les combattants qualifiés. Voilà, mais bon, c'est vrai que si on en avait au moins un, on ne serait pas mécontent de voir Jérôme Le Banner. Bon, ce soir, en tout cas, personne n'a usurpé ou volé sa place. Bon, certains matchs méritaient peut-être un extra round, d'autres peut-être pas, mais en tout cas... notamment Cyril Abidi contre Musashi, on peut le dire. On peut le dire, Et ce combat entre Le Banner et François Botha, si jamais Jérôme avait été avec la plénitude de ses moyens, l'extra round n'était pas non plus usurpé. Donc voilà, les choses se passent comme dans de bonnes conditions.